Ce qui m'amène à vous dire que cet événement-ci est enregistré. Si c'est un souci pour vous, vous pouvez quitter à ce moment-ci. Alors, si on débute, peut-être en vous attirant votre attention sur les prochains événements qu'on a organisés. Le prochain, dans 2 semaines, c'est pas sur un thème analytique comme celui qu'on va faire aujourd'hui. Le titre, c'est Comment résoudre vos problèmes opérationnels avec la Power Platform. Donc, c'est le 22 novembre. C'est avec une collègue, Marilyn Laberge, qui est une spécialiste en performance organisationnelle. Donc, on va regarder là, comment la Power Platform peut résoudre justement des problèmes opérationnels là, dans les organisations. Sur une thématique un peu similaire, le 12 décembre, on va avoir un atelier gratuit de Microsoft, là, atelier App in a Day. Donc, c'est une journée de formation auquel vous pouvez vous inscrire là, pour apprendre comment bâtir une application avec Power Apps et faire une petite automatisation aussi. C'est une journée complète. Dans la présentation, vous allez avoir les liens là, pour vous inscrire à ces événements-là, mais en tout temps, vous pouvez consulter notre page webinaire sur notre site Internet là, pour voir ce qui s'en vient. Ou même vous abonner peut-être à notre page LinkedIn là, pour voir non seulement ce qui s'en vient, mais les enregistrements des événements qu'on a faits dans le passé. Alors, je continue. Faction A, on a, comme vous pouvez voir, là, 2 grandes pratiques. La livraison de solutions analytiques, donc c'est le principal sujet aujourd'hui avec Fabric. Mais comme vous pouvez vous en douter, on livre aussi des applications opérationnelles. Donc, c'est nos grandes pratiques. Puis, bien entendu, on supporte ces environnements-là. On fait maintenant partie de la grande famille Mallette. On est dans le groupe là, de services conseil. Donc, pour ce genre de solutions-là, on est toujours heureux là, d'aider nos clients là, à augmenter leur performance, que ce soit au niveau opérationnel ou en ayant accès à des meilleurs indicateurs de gestion. Aujourd'hui, on a un webinaire dans lequel on va regarder Fabric. On est bien content de vous offrir cet événement-là. Ça fait longtemps qu'on regarde du coin de l'œil l'arrivée de Fabric. Et aujourd'hui, on va vous montrer, on l'espère en tout cas, à votre satisfaction, comment Fabric facilite l'adoption d'une culture de données en rendant l'analytique encore plus accessible à tous. Comment Fabric facilite l'accès aux analytiques avancées et à l'intelligence artificielle. Comment Fabric peut consolider les silos de données. C'est un problème qu'on rencontre souvent chez nos clients. Et optimiser le traitement des données et accélérer la livraison des données de toute taille, le big data, là, qui est très d'actualité. Et finalement, comment Fabric automatise plusieurs tâches administratives telles que le déploiement des applications, la surveillance des environnements et l'extensibilité des ressources. C'est souvent pour les plus petites organisations un défi, ce genre de problème-là, là, de lourdeur d'administration de ces environnements-là. Alors, pour ce faire, j'ai 2 de mes collègues, notre ami Xavier Guérette là, de Microsoft. Bonjour Xavier, je vois que tu es là. Bonjour, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux nous dire un petit mot? Je crois que ton Bonjour à micro... tous. Xavier Guirette, spécialiste pour les données l'IA. Donc, je suis là pour discuter davantage de Microsoft. Je crois qu'on va fermer nos caméras tout de suite après, messieurs, parce qu'il y a un petit problème de bande passante. Alors, bienvenue Xavier et mon collègue Xavier Brochu, directeur général chez Faction A. Bonjour Éric. Oui, c'est pas Xavier Brochu, c'est Éric Brochu. Éric. Enchanté tout le monde. Ça me fait plaisir d'être présent aujourd'hui. Je suis en place chez Faction A depuis plus de 4 ans. Évidemment, notre offre de service au niveau analytique a beaucoup évolué avec le temps. Je pense qu'on frappe une nouvelle évolution avec Microsoft Fabric, puis c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. J'ai quand même quelques années d'expérience au niveau analytique. Ça me fait plaisir de faire partie du webinaire aujourd'hui. Parfait. Alors, on va fermer nos webcams, messieurs. Parfait. Alors, si on continue.
Alors, à l'ordre du jour, on a bien entendu une petite introduction que va nous faire Éric, puis après, on passe la parole à Xavier, qui va nous présenter comment on peut réduire la complexité de la fragmentation analytique, comment on peut simplifier l'entreposage des données avec OneLake. Pour l'avoir expérimenté moi-même, c'est vraiment très simple. Une introduction au lakehouse et finalement comment on peut simplifier le déploiement des rapports. Xavier va nous faire une démonstration et bien entendu, Éric va revenir pour une brève conclusion et on espère avoir assez de temps là, pour vous libérer pour 1 heure, mais de pouvoir aussi répondre à quelques questions, ce qui m'amène à vous dire que si jamais vous avez des questions, vous pouvez les soumettre dans le chat de GoToWebinar. Juste avant de débuter, on aimerait bien faire connaissance avec vous par le biais d'un petit sondage. Question de savoir dans quel environnement analytique vous œuvrez présentement, quel environnement analytique utilisez-vous? Donc, on a mis quelques choix, Synapse, Databricks, Snowflake, Fabric ou autre. Fabric n'est pas encore disponible de façon générale, mais il y a peut-être quelques personnes qui l'ont déjà là, en utilisation. Si vous avez de la difficulté à répondre, c'est peut-être parce que votre écran est en plein écran, justement, le sondage. Alors, réduisez un peu et vous allez pouvoir répondre. Je vois là, que ça commence à se stabiliser un peu. Peut-être quelques réponses encore. Alors, peut-être quelques secondes encore si vous avez... Je crois qu'on arrive sur le point de fermer. Alors, je vais fermer le sondage pour qu'on puisse débuter le reste de la session. Et si on regarde les résultats, donc on a quand même 11% là, des participants qui sont sur Synapse, 2% sur Databricks quand même, 5% sur Snowflake, 14% sur Fabric. Donc, il y a déjà des gens là, qui utilisent Fabric en mode essai. Et on a la grande majorité là, qui utilise un autre type d'environnement. Alors, c'est assez intéressant. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue Éric. Éric, à toi. En fait, je suis pas surpris de voir les chiffres du sondage. C'est un petit peu mon objectif là, de ce webinaire-là, c'est de voir à quel point le point d'entrée de Microsoft Fabric est accessible pour la PME québécoise. Au cours des dernières années, là, on a eu plusieurs solutions potentielles là, pour la PME québécoise, mais ça venait souvent avec des coûts d'infrastructure, tant au niveau ressources là, qu'au niveau de l'équipe interne. Ça demandait une équipe en place là, pour être capable de maintenir ce genre de solution-là. Puis ça venait avec un coût, tout ça. Puis, ce que j'espère qu'on va retirer de la présentation de Xavier aujourd'hui, c'est un petit peu ça. C'est le fait que ce nouveau produit-là, Microsoft Fabric, va permettre à la PME de mettre en place des environnements pérennes là, pour les données et pour les analytiques à moindre coût, ou du moins, si ce n'est pas à moindre coût, là, à moindre d'efforts au niveau du support des infrastructures. Donc, je pense que Xavier va être à même de vous démontrer là, que le fait d'avoir les différentes composantes accessibles dans la même interface facilite grandement l'accès à cette technologie-là. Et puis, a aussi un effet là, sur les coûts d'opération d'un environnement comme ça. Donc, sans plus tarder, je vais laisser Xavier nous présenter Fabric, puis on se reparle un petit peu plus tard. Parfait. Alors, Xavier, je te passe le contrôle de l'écran. Alors, oui, je vois Microsoft Azure, donc je te laisse poursuivre, Xavier. Oui, donc je vais partager mon écran. Puis là, vous devriez voir la présentation. Fait que je vais commencer par une introduction à Microsoft Fabric. Xavier,
Pardon? T'es en mode présentation speaker view. Change ton display settings pour présentation. Là. Je pense que tu présentais le mauvais écran. Là. OK. Là, on voit ta deuxième diapositive, mais pas en mode présentation. Ouais. Voilà. Là, je serai correct. Donc, je c'est vais bon. commencer par vous expliquer un petit peu ça vient d'où Microsoft Fabric. Donc, on travaillait chez nos clients, puis on a réalisé que nos solutions PaaS, donc nos solutions de génération 2, étaient plus simples que ce qu'on avait on-prem, mais tout de même complexes. Donc, sur cette diapositive, vous voyez un exemple d'architecture qu'on retrouvait chez nos clients. Donc, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de technologies qui sont utilisées pour arriver au but final, qui est la consommation de la donnée, que ce soit dans un rapport ou par d'autres types de consommation. Puis, qu'est-ce qu'on voulait faire, c'est de simplifier, de rendre ça plus facile aux entreprises, puis aux développeurs de solutions analytiques de concevoir des solutions. Donc là, on a un exemple, puis encore un autre exemple d'architecture de solutions qu'on retrouvait chez nos clients. Puis ça, c'est des vraies architectures qu'on a pris de use cases qui ont été réalisés chez nos clients. Donc, on discutait avec les CDO, puis qu'est-ce qu'on entendait souvent, c'est je suis le Chief Data Officer, je ne veux pas être le Chief Integration Officer. Dans vos solutions, il y a beaucoup trop d'intégration avec entre vos produits. Donc, ça amenait des complexités, que ce soit des complexités au niveau réseau, au niveau du déploiement. Donc, on a voulu simplifier. Puis, pour ce faire, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a regardé à notre portefeuille de services. Puis, c'est des services que vous connaissez déjà, comme Microsoft Purview, Power BI, Azure Data Explorer pour ceux qui ne sont pas familiers, qui est une technologie pour l'analytique de données en temps réel et les logs. Puis, Azure ML, Synapse, Synapse Spark et Data Factory, et on a voulu les intégrer. Donc, faire un produit, utiliser les composantes, les capacités de chaque produit pour en faire un produit parapluie qui est de bout en bout, puis de faciliter le déploiement, l'opérationnalisation, puis l'intégration entre les composantes dans un outil unifié. Donc, si on regarde Fabric, les piliers derrière Fabric, ça se veut un outil unifié, comme je mentionnais. C'est un SaaS. Donc, contrairement à certains de nos services comme Azure SQL, qui sont des services PaaS, Microsoft Fabric est un service SaaS. Donc, ça facilite la gestion et l'administration, par exemple. Puis, tout est assisté avec OpenAI. Donc, on a des copilotes dans Microsoft Fabric pour chaque charge de travail, par exemple. On va en discuter davantage tout à l'heure. Donc, une intégration marquée là, avec Azure OpenAI. C'est lake-centric. Donc, tout est basé sur le lac. Puis, on a la promesse de one copy, d'avoir les données qui sont copiées une seule fois, à la place d'avoir des différentes copies dans des endroits différents dans l'organisation, ce qui crée des silos puis de la complexité d'administration et de gestion, entre autres, de la sécurité. C'est tout le temps synchronisé, donc le One Lake est tout le temps synchronisé. Puis, étant donné qu'on est le Microsoft Fabric est accessible depuis le portail Power BI, donc c'est le même URL que vous connaissez déjà, app.powerbi.com. On est plus près de la suite Office, puis les intégrations sont meilleures que ce que vous aviez auparavant avec Power BI. Puis ensuite, au volet sécurité, on a du lignage de bout en bout. C'est gouverné, c'est sécuritaire par défaut. Puis, on a le concept de One Security et Microsoft Purview qui est intégré
pour tout ce qui est classification de l'information. Fabric est centré sur des charges de travail et des personas. Donc, sous Fabric, vous avez plusieurs charges de travail, puis ces charges de travail adressent les besoins de différents personas. Fait qu'on peut penser à l'analyste de données, à l'ingénieur de données, au scientifique des données, au citizen data analyst. Donc, tous ces personas sont desservis par le même produit qui est Microsoft Fabric à travers des charges de travail. Donc, sur cette slide-là, on voit les 6 charges de travail. Il y en a une de plus, qui s'appelle Data Activator, qui est un service de surveillance. Vous voyez Data Integration, Data Engineering, Data Warehousing, Real-Time Analytics, les sciences de données, puis bien sûr Power BI. Puis, toutes ces charges de travail vont chercher des données dans le lac. Puis en dessous, vous voyez il y a de la gouvernance puis de l'administration. L'administration, c'est similaire à ce que vous connaissez dans Power BI. Ça se fait à travers le portail d'administration de Power BI. Puis, la gouvernance, on a discuté tout à l'heure, Purview est intégré dans Microsoft Fabric. Donc, si on creuse un petit peu sous les charges de travail, on a plusieurs copilotes, donc c'est AI Assisted. On a des espaces de travail. Donc, si vous êtes familier avec Power BI, il y a des espaces de travail. Le même concept se retrouve dans Microsoft Fabric. Donc, vous avez des espaces de travail dans lesquels vous pouvez développer des artefacts analytiques de chacune des 7 charges de travail. Puis les partager par la suite à des collègues ou continuer votre travail. Puis, tout est basé sur des capacités. Donc, si vous êtes familier avec les capacités premium de Power BI, on a le même concept de capacité dans Microsoft Fabric. Puis, cette capacité-là, c'est du compute qui dessert chaque charge de travail. Et chaque charge de travail consomme un certain débit de cette capacité-là. Donc, la capacité est attachée aux espaces de travail là, pour soutenir les besoins des différentes artefacts analytiques. Puis ensuite de ça, on a One Security qui est une couche de sécurité. C'est quoi One Security? C'est du Row Level Security, du Column Level Security et du Dynamic Data Masking. Cette fonctionnalité-là est sortie récemment pour nos Data Warehouse et nos SQL Endpoint pour le Lakehouse et va se retrouver dans tous les charges de travail également. Et ensuite, on a OneLake là, dont on a discuté. Donc, c'est quoi OneLake? C'est le OneDrive pour les données. Donc, vous êtes familier avec OneDrive. OneLake est un concept qui est similaire. Donc, dans OneLake, vous avez entre autres la capacité d'interagir avec File Explorer pour télécharger ou téléverser des données. Puis j'aimerais prendre un moment pour démystifier OneLake parce que ça fait plusieurs années dans le cadre du Cloud Adoption Framework chez Microsoft qu'on pousse une certaine forme de décentralisation des lacs de données dans différentes landing zones. Donc, OneLake, ça se veut un control plane, puis en dessous de OneLake, il y a plusieurs, c'est des lacs de données ADLS Gen 2 qui sont présents. Puis on supporte le patron de data mesh. Donc, c'est d'avoir des espaces de travail qui sont attachés à des domaines. Fait que, par exemple, si on voit le domaine des ressources humaines, le domaine de finance, le domaine TI, le domaine client. Donc, il faut avoir plusieurs domaines puis rattacher vos espaces de travail à des domaines. Donc, c'est un patron data mesh. Donc, tout le compute dans Microsoft Fabric est serverless. Puis, le format de fichier qui est utilisé dans Microsoft Fabric, c'est le format Delta Parquet.
Donc, si vous êtes familier avec le format Parquet, c'est un format de fichier qui est utilisé pour lire des grandes quantités de données. Donc, dans OneLake, on peut stocker n'importe quel type de fichier, mais on a deux zones. On a la zone qu'on appelle gérée, la zone non gérée. Dans la zone gérée, c'est vraiment des formats Delta Parquet parce que c'est une zone qui est tabulaire. Puis dans la zone non gérée, on peut stocker des images ou des fichiers CSV, par exemple. C'est possible de créer à partir de fichiers CSV ou d'autres sources de données, des fichiers en format Delta Parquet, puis de les ramener dans la zone tabulaire. Donc, tous les engins qui sont utilisés par les charges de travail accèdent à la couche de données qui est à la couche de OneLake. Donc, tout se passe par la même sécurité qui est OneSecurity. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous appliquez un modèle de sécurité airbag avec du row level security, du column level security, il va être appliqué dans toutes les charges de travail. Donc ça, c'est une capacité qui est présentement en développement chez nous, puis qui devrait être disponible dans les prochains mois pour le Data Warehouse et pour le Lakehouse SQL Endpoint. C'est déjà disponible. La mise en production a été faite il y a quelques semaines, puis on a déjà des blogs par rapport à ça. Donc, c'est un point important parce que dans les organisations en général, c'est difficile de protéger les données dans des silos parce qu'on va avoir besoin d'un modèle de sécurité pour chaque base de données, chaque source de données. Tandis qu'avec OneSecurity, c'est le même modèle qui est appliqué, peu importe quelle charge de travail on utilise. Donc, tous les engins passent à travers la même sécurité, que ce soit TSQL, Spark, KQL ou Analysis Services, là, qui est une composante qui est utilisée dans la charge de travail Power BI, par exemple. Je tiens à mentionner ici que OneLake est multi-cloud. Donc, vous pouvez créer des raccourcis vers des lacs de données existants. Fait que des lacs de données existants peuvent être sur Azure, donc ça pourrait être des comptes de stockage que vous avez déjà sur Azure, ou ça pourrait être sur Amazon, des buckets S3 ou Google Cloud Storage. Donc, on a sorti présentement, les raccourcis pour Azure et pour Amazon sont disponibles. Les raccourcis pour GCP devraient être disponibles dans les prochains mois. Notre feuille de route est publique. Donc, si vous voulez suivre cette fonctionnalité-là, savoir quand ça s'en vient, vous allez être en mesure de retrouver l'information en ligne. On a également des raccourcis pour Power Apps. Donc, tout à l'heure, avec Eric et Sylvain, on parlait d'événements Power Apps. Donc, si vous avez dans votre écosystème Power Apps, on peut créer des raccourcis vers Microsoft OneLake. Et également, la fonctionnalité est également disponible pour Dynamics. Au niveau Databricks, si Databricks est dans votre écosystème, on a une intégration bidirectionnelle. Donc, avec Databricks, on peut lire OneLake et avec Microsoft Fabric, on peut faire des raccourcis aux données qui sont stockées dans votre Lakehouse, dans vos comptes de stockage ADLS Gen 2. Donc, l'intégration est bidirectionnelle. Puis, on a d'autres intégrations là, qui s'en viennent entre Fabric et Databricks. Donc, c'est vraiment une histoire de better together entre Databricks et Microsoft Fabric. Comme je mentionnais tout à l'heure, on intègre Microsoft Purview dans Microsoft Fabric. Donc, les capacités de classification, de lignage vont se retrouver dans l'instance de Purview qui va être disponible dans Microsoft Fabric. Puis on a beaucoup
capabilités là, qui s'en viennent par rapport à la composante Purview, donc pour gérer l'accès aux données sensibles et forcer, par exemple, l'utilisation d'une étiquette lors de la création d'artefacts dans Microsoft Fabric. Donc, au niveau de l'ingénierie de données, si on clique sur une des charges de travail dans Fabric, vous avez plusieurs options. Donc, vous avez des options qui sont code-based et des options qui sont basées sur le UI. Donc, pour les options qui sont code-based, on retrouve le notebook et les Spark Job Definition. Puis, pour les options qui sont UI-based, on a les pipelines de données et les data flows. Puis comme je mentionnais tout à l'heure, on a une petite capture d'écran en bas qui vous montre qu'on peut accéder via File Explorer aux données dans OneLake. Au niveau des connecteurs, on supporte plus de 120 connecteurs. Je crois même qu'on est rendu plus autour de 150 connecteurs. Donc, vous pouvez vous connecter à peu près n'importe quoi. On a intégré les connecteurs qui étaient disponibles dans Azure Data Factory dans Microsoft Fabric. Donc, ça vous donne accès à de nombreux connecteurs là, pour aller importer les données dans Fabric si vous souhaitez le faire, ou sinon, il y a tout le temps l'option des raccourcis qui est une option de virtualisation des données. Puis, si les données sont virtualisées, elles sont accessibles également à travers les expériences de data engineering, là, donc dans Fabric, donc à travers Fabric Data Pipeline ou les data flows Gen 2. Donc, je vais commencer par vous faire une petite démo de Microsoft Fabric, puis ensuite, on va rentrer dans les méthodes d'ingestion de données. Donc là, présentement, je suis dans app.powerbi.com. Donc, c'est un URL que vous connaissez déjà. C'est l'URL de Power BI. Mais au niveau de mon tenant Power BI, j'ai activé le free trial de Microsoft Fabric. Vous voyez en haut, j'ai un free trial de 60 jours. Donc, on a un free trial par utilisateur et vous pouvez créer un groupe de sécurité là, pour assigner que certains utilisateurs au free trial, de permettre uniquement à certains utilisateurs d'utiliser Fabric. Donc, si vous souhaitez l'essayer. Puis, si vous voyez bien en bas à gauche, j'ai une nouvelle icône qui est l'icône Power BI. Puis, si je clique dessus, on voit les 7 charges de travail dont on parlait tout à l'heure, donc Power BI, Data Factory, Data Activator, Data Engineering, Data Science, le Warehouse. Si je clique sur Microsoft Fabric, j'arrive sur la page d'accueil de Microsoft Fabric avec les 7 charges de travail. J'ai également un lien vers la documentation. Donc, on publie énormément de documentation sur Fabric. On a des nouveautés à chaque semaine. Notre cycle de développement est hebdomadaire. Donc, je vous encourage, si vous êtes intéressé par certaines charges de travail ou voulez en apprendre davantage sur OneLake, d'y jeter un coup d'œil. Ensuite, on a l'accès à la communauté. Donc, on a une communauté qui est très active par charge de travail, encore une fois. Donc, vous voyez, il y a plusieurs forums disponibles. Ces forums-là sont assez actifs. Donc, dans l'éventualité où vous voulez poser des questions ou répondre à des questions, sentez-vous libre de vous connecter de prendre contact avec d'autres utilisateurs de Microsoft Fabric via nos forums. Donc, si je clique sur Synapse Data Engineering, par exemple, là, j'arrive sur la page d'accueil de la charge de travail, puis on m'invite à créer certains artefacts
qui sont pertinents à la charge de travail, par exemple un Lakehouse, un notebook, un Spark Job Definition, un data pipeline ou encore un notebook. Donc là, si je vais sur le One Lake Hub, je vais vous montrer le concept de domaine. Tout à l'heure, on parlait d'associer à des domaines des espaces de travail pour avoir un patron data mesh. Puis ensuite, comme on disait tout à l'heure, les capacités qui est le compute dans Fabric est également associé au workspace. Donc, vous pouvez savoir exactement qui dans l'organisation consomme quoi à travers cette fonctionnalité-là. Donc là, vous voyez ici, j'ai des domaines, j'ai le domaine bancaire, domaine assurance, marketing et vente. Puis dépendamment de quel domaine je sélectionne, les espaces de travail qui sont pertinents au domaine sont filtrés et je vois un aperçu là, des artefacts qui sont présents dans mes espaces de travail. Si je clique sur les espaces de travail, là, je vais arriver sur la page d'accueil de l'espace de travail. Puis là, je vois tous les artefacts qui sont présents dans mon espace de travail. Puis on a une nouveauté, on a une intégration Git. Donc, on parlait de facilité au niveau du versionnage tout à l'heure. Puis, c'est une nouveauté. On se faisait souvent demander par nos clients comment on fait pour faire prendre des versions de rapports Power BI. Puis avant, il y avait certaines manières, là, mais ce n'était pas aussi facile qu'avec Fabric. Avec Fabric, un espace de travail peut être associé à un dépôt de code Git. Donc là, vous voyez, j'ai plusieurs artefacts. Je pourrais sélectionner puis effectuer un commit. Puis ça serait stocké dans les commits seraient stockés dans un repository Git qui est soit dans Azure DevOps ou GitHub. C'est les deux systèmes de version de fichiers qu'on supporte présentement. Donc, certains des artefacts ne sont pas encore supportés. On est en public preview. Donc, c'est des éléments qui sont encore sur notre feuille de route là, qui est disponible en ligne. Ensuite, on a le type d'artefact, puis on a le propriétaire de l'artefact. Puis, si je clique sur, je cherche mon Lakehouse, on voit ici que pour le Lakehouse Silver, le propriétaire, c'est Contoso Cells, qui est également le nom de l'espace de travail. Ça, c'est parce que certains artefacts sont créés automatiquement lors de la création d'un autre artefact. Donc, ça facilite entre autres le déploiement des ressources. Il y a certaines ressources qui sont créées automatiquement. Dans ce cas-ci, pour le Lakehouse, c'est un SQL endpoint et un Power BI dataset défaut. Ensuite, on a les dates de rafraîchissement, puis l'endorsement. Donc, le même concept d'endorsement qu'on retrouvait dans Power BI, donc soit certifié ou promoted. Certifié, c'est vraiment le processus organisationnel dans lequel un artefact passe pour être approuvé par un centre d'excellence, par exemple, ou une équipe. Puis promoted, c'est quand un utilisateur juge que un artefact est assez bon pour être partagé à des collègues. Puis ensuite, très important, on a le Sensitivity Label, donc l'étiquette Microsoft Information Protection, qui peut être appliquée à chaque artefact. Donc ça, c'est très pratique pour la protection des données. Donc, vous avez une étiquette au niveau de l'artefact et éventuellement, vous allez être en mesure d'avoir des étiquettes plus granulaires, donc d'avoir des étiquettes au niveau de tables ou de colonnes ou de lignes là, dans un Lakehouse, par exemple. Donc, ces fonctionnalités-là s'en viennent. Donc, ça, qu'est-ce que ça vous permet de faire? C'est du côté de Microsoft Purview Compliance Portal, de définir des règles pour la protection des données, par exemple l'encryption lors de l'export de données vers Excel, PowerPoint ou PDF dans Microsoft Fabric. Puis on a plusieurs fonctionnalités qui s'en viennent pour, entre autres,
permettent de forcer l'application d'une étiquette sur un artefact. Vous voyez ici, j'ai quelques artefacts là, qui n'ont pas d'étiquette. Donc, avec certaines des fonctionnalités dans la feuille de route, vous seriez capable de forcer l'utilisation des étiquettes, puis d'empêcher certains usagers ou groupes d'utiliser certaines données basées sur leur étiquette. Donc ensuite, je vais vous montrer au niveau de l'ingénierie de données. Donc tout à l'heure, on parlait d'option code versus l'option low code. Donc pour l'option code first, on a des notebooks. Donc on supporte tous les langages qui sont supportés dans Apache Spark, donc Python, Scala, Spark SQL et Spark R. On va également avoir du support pour Sparkly R. Puis, au niveau de Java, vous pouvez utiliser les Spark Job Definitions si jamais vous avez des jobs Spark écrits en Java. On va le supporter, mais ce n'est pas supporté dans l'expérience de Notebook. Donc là, vous voyez ici, j'ai un Notebook Python qui va chercher des tables de dimensions et des tables de faits dans OneLake. Puis là, j'effectue des transformations, puis je les écris dans un autre Lakehouse. Donc ça, c'est une des options qui s'offre à vous pour l'ingestion. Ou vous avez des options low-code, no-code. Ici, je suis dans un Dataflow génération 2. On avait une génération 1 des Dataflow. Donc, il y a quelques différences entre la génération 1 et la génération 2. Une des différences importantes, c'est qu'au niveau de la génération 2, on a la possibilité de créer des destinations pour nos Dataflow. Donc, présentement, on supporte 4 destinations, Azure SQL, Lakehouse, ça c'est le Lakehouse de Microsoft Fabric, Azure Data Explorer et le Warehouse. Puis on va en supporter davantage, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment l'expérience Power Query qui a été ajoutée au Dataflow. Donc l'expérience de Dataflow est différente de celle que vous aviez dans Azure Data Factory, où on avait les mappings Dataflow qui étaient une composante autre que Power Query, l'expérience Power Query. Donc là, si je vais dans View ici, sur le Diagram View, vous voyez les transformations que j'ai effectuées. Donc, j'ai pris 2 tables, puis j'ai enlevé quelques colonnes, j'ai effectué un group by, j'ai joint les tables. Ensuite, je fais un ranking de la table, donc d'une valeur, d'une colonne dans la table. Puis, j'enlève d'autres colonnes, donc c'est une transformation. Puis, si je vais dans le Query Settings, ici, on voit que j'ai un onglet Data Destination, puis ma destination, c'est Lakehouse. Donc, ça me permet d'ingérer des données, donc la table que vous voyez ici avec le rang dans mon Lakehouse. Donc, ça, c'est une autre option pour le volet low-code, no-code qui sera à vous. Puis, vous avez aussi l'expérience Fabric Data Pipeline qui ressemble à l'expérience Azure Data Factory. Donc, si j'ai un pipeline là, qui utilise le Copy Assistant pour copier des données d'une instance Azure SQL vers mon Lakehouse. Puis, on peut également orchestrer des data flows avec Fabric Data Pipeline, comme par exemple ici j'ai un data flow, puis je peux aller chercher la flow qu'on voyait tout à l'heure, puis effectuer l'orchestration. Donc l'expérience ressemble à celle dont vous êtes déjà familier avec Azure Data Factory, mais on a des activités supplémentaires. On a une activité Outlook. Donc, ça vous permet d'envoyer un courriel dans l'éventualité, entre autres, où le flux de données était en erreur. Et on a
un flux, on a une activité Teams qui vous permet de faire, d'envoyer une notification Teams là, dans l'éventualité où le pipeline est en erreur également, ou l'activité Outlook peut être utilisée pour des campagnes marketing. On avait des clients qui avaient ce besoin-là dans Azure Data Factory, puis c'était un peu plus difficile de le faire, mais avec la nouvelle activité, vous allez être capable d'envoyer des courriels ou des infolettes à partir de données qui se retrouvent dans une base de données avec cet outil. Donc ça, c'est pour la partie, le volet ingestion des données. Je vais vous parler un petit peu du lakehouse, puis de l'architecture des références au niveau du lakehouse. Donc, tout à l'heure, on parlait de raccourcis. Donc, une des méthodes d'ingestion de données. Quand je dis ingestion, c'est de rendre des données accessibles parce que les raccourcis, c'est de la virtualisation. Donc, il n'y a aucune donnée qui sont bougées d'un point A à B. C'est vraiment de la virtualisation. Donc, vous avez l'option de virtualiser ou vous avez l'option d'utiliser les pipelines ou les data flows. C'est qu'est-ce qu'on positionne pour l'ingestion dans le lakehouse. Puis une fois que les données sont dans le lakehouse, les transformer avec des notebooks et des data flows. Donc, vous pouvez créer des data flows pour transformer les données. C'est une expérience low-code, no-code. Donc, ça se fait bien. Puis au niveau de l'exposition, on a un SQL endpoint. Donc, ça, c'est le Lake Warehouse dans l'écran où vous pouvez accéder aux données dans les cases directement via Power BI. Donc, le SQL endpoint vous offre une expérience TSQL sur votre lakehouse. Donc, je vais retourner à Fabric. Puis, je vais vous montrer un petit peu le lakehouse. Donc là, je suis dans un lakehouse. Vous voyez en haut, il est certifié, puis celui-ci a une étiquette publique. On peut voir les deux zones dont on discutait tout à l'heure, la zone table et la zone file. Donc, dans la zone table, c'est la zone gérée, tandis que la zone file, c'est la zone non gérée. Donc, dans la zone gérée, j'ai des fichiers qui sont en format Delta Parquet. Dans la zone non gérée, la section file, j'ai des fichiers qui sont en format quelconque. Donc, ça pourrait également être des fichiers Delta Parquet. Mais ici, si je vous montre, j'ai une image, puis j'ai un fichier CSV. Je pourrais prendre ce fichier CSV-là et faire un load table, puis ça l'enverrait du côté géré. Ça transformerait mon fichier CSV en format Delta Parquet. Si vous voyez bien, c'est petit, là, mais sur certaines tables, que ce soit dans la zone de fichiers ou dans la zone table, il y a une petite chaîne. Donc, il y a une chaîne, ça veut dire que c'est des données qui sont virtualisées, c'est des données qui utilisent un raccourci. Donc, si je vais sur la section table ici, je peux créer un nouveau shortcut. Puis là, vous voyez, je peux faire des raccourcis pour virtualiser des données qui sont même à l'intérieur de OneLake, ou j'ai l'option d'ADLS Gen 2 ou Amazon S3. Puis vous pouvez aussi le faire avec Dataverse, donc que ça soit des données avec dans Power Apps ou dans Dynamics. Mais présentement, vous voulez le faire du côté de Power Apps ou Dynamics plutôt que du côté de Microsoft Fabric. Donc, j'imagine qu'on va avoir une nouvelle icône prochainement par rapport à ça. Donc, si je clique sur une table, je vais avoir un aperçu de mes données. Puis, au niveau du Get Data, on a vu un petit peu les capacités d'ingestion. On a le pipeline de données, on a le data flow, on a les raccourcis, puis aussi l'option d'event stream, donc d'ingérer des données de télémétrie en temps réel. En haut à droite, il y a une option Lakehouse ou SQL Analytics Endpoint. Puis l'option Lakehouse, c'est une expérience qui est orientée vers les ingénieurs de données ou les sciences des données ou les scientifiques des données parce qu'elle nous permet
de créer des notebooks. Moi, je pourrais créer un nouveau notebook ici. Choisir mon étiquette. Puis là, j'aurai une expérience drag and drop. Donc, je peux prendre une table puis la déposer dans mon notebook, puis le code va être automatiquement écrit pour moi. Puis éventuellement, vous allez avoir accès à un copilote qui va vous permettre de générer du code PySpark pour vos notebooks. Donc là, vous voyez, je prends une table ici, puis je dépose ça. Automatiquement, ça me génère le code. Je vais retourner au LECAS. Je vais vous montrer l'autre expérience, l'expérience SQL. Donc, si je vais sur SQL Analytics Endpoint, là, vous voyez, l'arborescence va ressembler à ce que vous connaissez dans une base de données relationnelle traditionnelle. Donc, on va voir l'arborescence, la base de données qui est le LECAS Silver, puis ensuite les schémas et les tables. Donc là, vous voyez l'arborescence. C'est les mêmes tables qui étaient que vous voyez tout à l'heure sur l'autre expérience, mais par contre, ici, on m'offre de créer soit une requête SQL ou une requête visuelle. Donc, une requête visuelle, c'est encore une fois une expérience qui est similaire à ce que vous voyez dans Power Query, qui vous permet de générer du code à partir d'une interface graphique en créant certaines activités, comme enlever des colonnes, renommer des colonnes, effectuer des group by. Donc, vous voyez l'expérience, ça ressemble à ce qu'on offrait au niveau des data flows. Donc là, ici, j'effectue un group by de certaines données. Puis, le LECAS est accessible avec vos outils clients. Si vous voulez vous connecter avec SQL Server Management Studio, vous êtes en mesure de le faire avec le Connection String. Donc, c'est la même chaîne de connexion pour chaque espace de travail. Donc, vous allez être en mesure d'utiliser cette chaîne de connexion-là pour vous connecter avec SSMS ou d'autres outils clients. Donc, ça fait le tour. Je pourrais peut-être vous montrer des requêtes dans le LECAS, c'est des requêtes TSQL. Ça utilise le SQL Analytic Endpoint. Donc, je vais chercher les mêmes données que j'avais pour la requête visuelle dans cet exemple-ci. Donc, je vais retourner à la présentation. Je vais vous parler un petit peu de Power BI maintenant. C'est quoi les nouveautés dans Power BI? Donc, auparavant, on avait deux modes principaux d'accès à la donnée. On avait des ramifications de ces modes-là, les tables hybrides, le refresh incrémental. Mais les deux principaux modes, c'était Direct Query et mode import. Puis, chaque mode avait des avantages et des inconvénients. Puis, dans les avantages,
on avait en Direct Query, on accédait aux données en temps réel. Donc, les données étaient tout le temps fraîches. Puis en mode import, on avait une performance qui était très bonne parce que les données étaient mises en mémoire. Maintenant, on a un nouveau mode qui s'appelle le Direct Lake Mode. Puis le Direct Lake Mode, c'est un mix entre les deux. Donc, vous êtes en mesure d'accéder directement aux données qui sont dans OneLake. Donc, vous êtes en mode direct, mais on a une performance qui est similaire avec la performance du mode import. Donc, vous avez le meilleur des deux mondes. Là, je vais vous partager une vidéo du copilote. Donc, c'est pas quelque chose qui est encore disponible. Donc, je vais vous partager cette vidéo. Let's take a look at how Copilot Du copilote de Power BI. Let's take a look at how Copilot in Power BI is empowering everyone to quickly find and share insights. For example, say I'm an HR analyst who is constantly handling requests from my management to do analysis and provide answers. It can take hours and even days to respond with new reports. Now with Copilot in Power BI, I can simply describe the report I want to build and get insights in seconds. Maybe we need a breakdown of some of our employee data to understand demographics and hiring trends. I just describe what I need, and Copilot will automatically analyze my data and create a new report based on my needs. Immediately, I have a beautiful Power BI report that has been automatically created and is fully interactive. I can start slicing and dicing my data to explore deeper. Copilot added the charts and slicers I asked for, but also conveniently gives me options to adjust the output to get just what I need. For example, let's switch to ask for metrics and trends in a slightly different layout. Automatically, Copilot updates the report. Let's go ahead and keep this report page. It goes much further. I can also ask questions such as why is our attrition rate going up? Copilot responds by adding a new page to my report and tapping into Power BI's built-in advanced analysis capabilities for finding key influencers for variables in my data. In addition to giving me a summary of an insight about different employee types having different attrition rates, I can easily explore Power BI's key influencer visual to see what's driving the biggest impact in our attrition rate. I can even automatically see the most significant segments in my data just by clicking. Now let's go back to the first page and finish up our new report. I'm going to ask Copilot to make it look like our existing exec dashboard, and instantly it's applied the same formatting and style and adjusted the layout to match. Best of all, I can still interact directly with the Power BI report that Copilot has created. So for example, if I wanted to manually change this bar chart to a tree map on my own, it's easy to do with just a few clicks. Let's add employee functional area, and now I can filter by this new field. Finally, to make the report even easier for my team to understand, I'm going to ask Copilot to add a rich text description of my data right inside the report. This narrative summary is fully dynamic, and not only does Copilot highlight interesting insights from my data, it will update the summary every time the data is refreshed or people filter the report. And just like that, in seconds, I've created a report that would have taken hours or days to do manually. Copilot, built on top of Azure OpenAI, is truly revolutionary for how we empower everyone to find and share insights. Donc, c'est ça, c'était la fin de la présentation. Donc, je vais peut-être passer aux questions. Parfait. Excusez, il y a un petit peu de feedback. Merci beaucoup, Xavier. Je ne sais pas si, Eric, tu auras un petit mot à ajouter pendant que les questions rentrent. Utilisez le chat, tout le monde, là, si vous avez des questions. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Eric? Oui, mais en fait, je pense que la présentation de Xavier confirme là, mes points d'introduction. On se retrouve avec une solution qui est vraiment plus accessible pour la PME québécoise, qui a en elle-même des fonctionnalités là, qui assurent sa pérennité. Moi, j'en aurais une question pour Xavier, par contre. Là. Quand on parlait de capacité tout à l'heure, capacité Fabric, j'ai ouï dire qu'il y aurait une capacité de type RI qui serait disponible. Est-ce que tu pourrais en parler à ce niveau-là? Es-tu en mesure d'en parler aujourd'hui? Donc, tout ce qui est réserve d'instance au niveau de la capacité?
Xavier, est-ce que tu es toujours Bon. là? Oui, tu me dis de capacité de type RX. RI, donc les Reserved Instance, parce que je comprends déjà le point d'entrée au niveau monétaire est quand même assez bas parce qu'on peut quand même sélectionner des capacités à faible coût. Mais est-ce que Microsoft vont mettre de l'avant des capacités dans le mode réservé, là, des Reserved Instance Vous allez être capable d'effectuer des réservations sur les capacités, effectivement, là, des réservations d'1 an. Il y a peut-être juste une autre notion là, qui est importante de comprendre, puis corrige-moi si je me trompe, Xavier, mais quand on a accès à une capacité Fabric, une des forces, une des fonctionnalités super intéressantes, c'est qu'on est capable de poser cette capacité-là quand on n'en a pas besoin. Donc, puis évidemment, la capacité se facture là, à l'utilisation. Donc, c'est quand même quelque chose qui est important de noter. Puis aussi le fait qu'on est en mesure d'augmenter ou de diminuer une capacité selon une charge de travail prévue, là. Donc, si on se dit qu'au début d'un mois, on s'attend à avoir beaucoup plus d'utilisateurs ou beaucoup plus de traitements, bien, c'est possible de dire, bien, écoute, les premières journées du mois, là, je vais augmenter ma capacité pour être capable de rencontrer mes besoins. Oui, donc. Oui, vas-y, Xavier. Vas-y, Sylvain. Ben, j'allais dire, il y avait une autre question. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose à ce que Eric a dit, là. Non, je pense que Eric a. C'est correct. Il y a une question qui a été posée pendant ta démonstration. Est-ce que notre notebook a accès au SQL Endpoint? Il faudrait que je confirme. Donc, normalement, vous devriez passer par OneLake là, pour accéder aux données avec les notebooks. Donc, si vous me laissez votre nom dans le chat, je pourrais vous revenir. Parfait, je pourrais te le transmettre. Je l'ai. Il y a une autre question. Les connecteurs pour SAP qui sont disponibles dans Azure Data Factory ne sont pas encore disponibles dans Data Fabric Pipeline. Question. Sont-ils, j'imagine, disponibles dans Data Fabric? C'est possible qu'il y ait, c'est certain, le connecteur n'est pas disponible. Ben, Après, en il faudrait fait, que je regarde SAP, je ne sais pas les s'il est connecteurs disponible. Vas-y, Je sais pas s'il est disponible le connecteur SAP, donc il faudrait regarder dans notre page de documentation. Là. On pourrait regarder rapidement. Là. Parfait. Je vois qu'il est déjà 59. La présentation PDF va sortir dans quelques minutes, donc vous devriez le recevoir sous peu. Merci beaucoup de votre présence. Peut-être en terminant, si vous pouvez compléter notre sondage de satisfaction, ça nous aiderait beaucoup. Si jamais vous voulez qu'on fasse un suivi, que ce soit avec Xavier ou directement, vous avez l'option oui, et j'aimerais en discuter davantage avec vous. Ça nous indiquerait qu'on communique avec vous. Encore une fois, merci beaucoup. Je vois qu'il est déjà 13 heures. Je vais vous laisser aller. Je vais rester quelques minutes en ligne, là, mais merci beaucoup à tout le monde. Merci Xavier, merci Eric et bonne fin de journée à tout le monde. Bonne fin de journée. Merci, au revoir.